Bienvenue dans Expertise croisée, le podcast de Nexialogue. Ici, nous décryptons les enjeux du risk management et de la data. Que vous soyez professionnel de la finance et des données, étudiant ou simplement passionné, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, je suis Marvin Suzanne, manager data chez Nexialogue Consulting. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Debuyer, docteur en mathématiques et fondateur de Quality.ai. Donc, durant ce podcast, nous allons évoquer et explorer trois sujets principaux. Donc, la sécurité de la donnée, et plus particulièrement dans le cadre des LLM, des Large Language Models, la réglementation qui entoure les nouvelles technologies, donc autour de la donnée et de l'IA, la réglementation européenne. Et enfin, les tendances majeures, actuelles et à venir en termes d'IA. Bonjour Paul, ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de l'entreprise que tu as fondée, Quality.ai ? Bonjour Marvin, ravi d'être ici. Donc je suis Paul Debuyer, docteur en mathématiques, en probabilité et statistique. J'ai un parcours dans le domaine de la recherche fondamentale et dans la recherche expérimentale, notamment au sein d'entreprises où j'ai été directeur de recherche. Et j'ai fondé il y a 3 ans une entreprise qui s'appelle Quality.ai, qui cherche à livrer la valeur que peuvent produire les LLM. Quelle est la valeur que les LLM peuvent livrer ? Tout d'abord, la transmission de l'information au sein de l'entreprise, simplification et une accélération de la transmission de l'information, et la simplification des process. On part d'un constat simple, c'est que quand vous faites une réunion de 5 minutes, en fait, vous interrompez votre flux de travail, et pour récupérer la concentration que vous aviez avant, il vous faut en moyenne 20 minutes. Donc tous ces petits moments où vous vous interrompez pour répondre à une question, pour aller chercher de l'information dans de la documentation, en réalité, vous ne perdez pas 2, 3, 5 minutes, mais vous perdez 25 minutes. Ce qui fait qu'au final, sur une année, on perd des jours, voire des semaines, et ce, pour chaque collaborateur de l'entreprise. Avec Quality.ai, par cet interfaçage, on va chercher à démocratiser au sein des entreprises, aux personnes non techniques, l'usage des LLM. Merci Paul pour ta présentation, c'est très clair. Nous allons maintenant explorer notre premier thème, donc la sécurisation des données dans le cadre des LLM. Mais avant cela, Paul, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur ce qui est un LLM ? Comment finalement on en est arrivé à ChatGPT aujourd'hui que j'imagine tout le monde connaît. Pour aboutir à ChatGPT, on est parti de l'apprentissage statistique, des moyennes, à du machine learning, qui a été très populaire au début des années 2000, puis au deep learning, qui a été ensuite popularisé dans les années 2010, où on avait un peu plus de puissance de calcul et on a pu observer de meilleurs résultats. Puis au transformer, qui est la dernière innovation en matière de deep learning, qui a été mieux comprise et mieux exploitée, qui a une synergie avec la partie hardware, qui a permis non plus de simplement estimer des courbes, mais de manipuler des mots, c'est-à-dire manipuler des concepts. Et c'est ce qui donne aujourd'hui la première définition, disons, de l'intelligence artificielle. C'est vrai que finalement l'intelligence artificielle peut être définie de plein de manières différentes. Hein. On pourrait trouver des formules mathématiques. Là, je trouve que les concepts sont assez anciens finalement. Sur le perceptron, la statistique, c'est assez vieux. Le hardware, en revanche, les GPU, c'est plus récent. Donc, Oui, tout à fait. Les TPU, tout ça, c'est un marché qui a complètement explosé. Aujourd'hui, Nvidia est une des entreprises, et voire peut-être l'entreprise avec la capitalisation boursière la plus élevée au monde. Oui, et c'est vrai que la taille du marché de l'IA est plus que constante, en exponentielle évolution. Là, en
En 2024, marché mondial, on va dire qu'il est autour des 200 milliards de dollars. Donc début d'année, on va dire 2024. D'ici la fin d'année, là, on s'attend à environ 300 milliards. Et c'est là vraiment que ça accélère énormément. Pour 2030, on tablerait sur 1600 milliards de dollars. Donc on se dit qu'il va y avoir une adoption massive de l'IA pour valider ces prédictions. Toi, Paul, tu vois ça comment, en fait, l'adoption de ces technologies dans l'entreprise, dans ton entreprise déjà, et puis sur le marché en général? En fait, la première difficulté pour l'adoption de ces technologies, qu'est-ce que c'est ? C'est la gestion de la donnée. Voilà, c'est s'assurer que la donnée ne fuit pas, qu'on ne peut pas la retrouver dans les données d'entraînement. Voilà, donc on ne va pas avoir de problème avec lorsqu'on confie notre donnée. Et c'est ça le premier frein à l'adoption de l'IA. Ces dernières années, on a vu une explosion des attaques cyber. On a vu des fuites de données massives. Récemment, chez Free, on a des millions de données de clients qui ont fuité. Et au sein des LLM, on a réussi à faire fuiter les données d'entraînement. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on demande au LLM comment tu t'es entraîné, sors-moi tes données. Et on a pu faire recracher des mots de passe, des clés API, des données d'entreprise, des données qui ont été scrappées sur des sites internet. Par exemple, le New York Times, qui est rentré en procès avec OpenAI il y a 1 an, pour avoir scrappé tous les articles payants. Et donc, en questionnant suffisamment bien ChatGPT, on peut le faire ressortir toutes les informations du New York Times. Ce qui pose un gros problème de sécurité de la donnée. Donc l'adoption de toute cette nouvelle technologie, ça va passer tout d'abord par une maîtrise de la donnée et une maîtrise du processus. C'est vrai que c'est un risque finalement qui n'est pas propre qu'au LLM, mais bien à toute l'intelligence artificielle, bon, en fait, dès qu'on utilise des données pour entraîner. Il y a quelques mois, l'ANSSI, donc l'Agence nationale sur la sécurité des systèmes d'information, a publié un guide sur les risques propres à l'IA générative, qui se concentre sur, disons, les 3 cycles de la vie d'un modèle d'IA finalement, mais on va voir que c'est spécifique au LLM, que sont l'entraînement, l'intégration et la mise en production. Donc là, on parlait du risque de LLM qui vont recracher finalement leurs données d'entraînement, donc potentiellement de la donnée sensible, de la donnée personnelle. Est-ce que toi, dans cette cartographie, tu vois, Paul, d'autres types de risques auxquels exposent les LLM ? Il y a 2 types de risques supplémentaires qu'on voit immédiatement. Le premier, c'est l'empoisonnement de la donnée. C'est intégrer dans les bases d'entraînement de la donnée biaisée. Et le biais va se répercuter dans les résultats. Et le deuxième risque, c'est le jailbreak. C'est-à-dire faire en sorte que le LLM ne se comporte pas de la manière attendue. Ça, c'est un grand jeu des usagers. Dès qu'un nouveau modèle sort, on essaye de le casser, on essaye de lui faire dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Et on a des exemples très connus, comme celui de Chrysler, qui avait mis en place un chatbot pour répondre aux questions sur les voitures, sur l'entreprise. Et on a réussi à lui faire parler de Navier-Stokes, à lui faire résoudre des équations mathématiques, à lui demander de nous faire des réductions de 90%, voilà, en négociant avec lui. Donc on a pas mal de risques qu'on découvre au fur et à mesure, que les utilisateurs d'Internet aiment bien montrer au reste du monde. Comment casser un LLM. Et donc pour adresser ces risques supplémentaires, tu vois quoi comme possibilité, Paul, et comment finalement la solution que vous proposez chez Quality.ai adresse ces sujets ? Excellente question, Marvin. Le risque d'empoisonnement, c'est le risque de la qualité de la donnée. Donc, avec Quality.ai, nous avons un produit qui s'appelle Cheetah. C'est un accélérateur de projet
Et cet accélérateur de projet se base sur vos données. On a un système de RAG très avancé et un système de fine-tuning sur les GPT pour s'adapter à vos données, aux données des entreprises. Dans le grand public, sont les données qui se trouvent sur Internet, qui se trouvent sur Reddit. Et les gens font exprès d'empoisonner les données pour tester les modèles. On a eu par exemple le cas de Google avec Gemini, à qui on pouvait poser la question « Combien faut-il manger de cailloux par jour ?» Et d'après les médecins et les géologistes, il faut manger 1 caillou par jour. Voilà. Moi, ça va. Ça sort de Reddit, donc ils s'amusent à empoisonner les données sur Internet pour essayer de faire sortir n'importe quoi au LLM. Donc en s'appuyant sur des modèles open source, sur des modèles entraînés sur des données filtrées, on s'assure d'avoir des meilleurs résultats. Voilà. Et un risque d'hallucination plus faible. C'est comme ça qu'on adresse la question de la qualité du résultat au sein de qualité. Concernant le jailbreak, sont plus des artefacts d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on vérifie la question d'entrée et on vérifie le résultat en sortie. Tous les modèles génératifs, comme la génération d'images, ont ce genre de pratique pour éviter justement d'avoir des petits malins qui s'amusent à casser les systèmes, qui s'amusent à avoir des résultats qui sont impropres. On a des systèmes de vérification a priori et on a des systèmes de vérification a posteriori des résultats pour s'assurer de la qualité maximale. Plus une gestion de la donnée, et une gestion des résultats et une analyse de ces résultats qui est faite en temps réel et en continu pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème et potentiellement patcher les problèmes lorsqu'ils arrivent. Nous, on s'occupe plus de la partie technique, finalement, la partie technologique, innovation. Donc selon toi, Marvin, comment ces réglementations vont-elles impacter les entreprises et leurs clients ? Alors c'est vrai que sur les dernières années, on a eu un certain nombre de réglementations qui sont apparues. Donc déjà pour donner un peu l'avis d'une loi, donc il y a une première étape qui est l'adoption au Parlement. Donc le RGPD par exemple en avril 2016. Et suite à l'adoption, il peut y avoir deux possibilités. Donc, soit c'est un règlement, comme le RGPD, qui fait directement loi, c'est-à-dire qu'il est applicable en l'état, ou pour les directives, donc par exemple comme NIS 2, on va avoir une étape d'adaptation de la directive à la loi locale. Donc je disais RGPD adopté en avril 2016, applicable en mai 2018. Après on a une petite pause sur l'apparition de règlements, de directives sur la data ou l'IA, et s'en est suivi une phase, on peut dire, d'inflation réglementaire, puisqu'en novembre 2022, il y a eu l'adoption de DORA, en décembre 2022, NIS 2, en novembre 2023, le Data Act, et en mai 2024, l'AI Act. Donc rapidement, pour dire en quelques mots de quoi parlent ces réglementations, donc bon, le RGPD, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le règlement général sur la protection des données, donc ça vise à protéger finalement toute personne de l'Union européenne quant à l'utilisation de leurs données personnelles. Le Data Act, en fait, c'est le pendant du RGPD, mais sur les données non personnelles, issues de ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc qui génère un grand nombre de données et qui finalement est contrôlé par seulement quelques grands acteurs. Donc, un des objectifs du Data Act, c'est de repartager la valeur entre les différentes entreprises de ces données. DORA, ce n'est pas Dora l'exploratrice. DORA, ça concerne la résilience opérationnelle. C'est-à-dire que suite à une attaque cyber, notamment, ou toute forme d'intrusion dans les systèmes, on a envie que l'entreprise puisse se remettre rapidement et puisse continuer à opérer malgré cette crise.
Et voilà, NIS 2, donc c'est la cybersécurité, mais au niveau européen. C'est vraiment doter l'Europe d'un arsenal commun pour répondre aux attaques cyber qui sont de plus en plus nombreuses. Voilà, donc, petite digression sur la réglementation. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'AI Act, qui a été adopté en mai 2024 et qui, un peu à la manière du RGPD, présente une approche par le risque. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'en fait, on ne va pas réguler en fonction de la technologie qui est utilisée, mais en fonction de l'usage qui en est fait et qui peut comporter différents niveaux de risque pour l'utilisateur. Donc il y a une classification, il y a le risque inacceptable. Donc c'est par exemple le cas du profilage, de la notation sociale, qui est utilisée par exemple en Chine. Si vous grillez un feu rouge, vous avez le risque que votre score pour recevoir un crédit baisse et de ne plus avoir ce crédit ou que vos polices d'assurance soient plus chères. Ça, dans l'Union européenne, c'est complètement interdit. Il y a le risque élevé. Donc, le risque élevé porte bien son nom. Ça concerne notamment les systèmes d'intelligence artificielle qui vont être utilisés pour faire du scoring client, donc pour vous donner ou non votre crédit immobilier. Bon, ça, c'est autorisé, mais c'est encadré. Et après, on a des risques moindres, donc risques d'importance faible, qui eux, finalement, comme les chatbots, vont être peu régulés. Une autre catégorie également, c'est parce qu'en fait, quand la loi a été faite, il n'y avait pas encore eu l'émergence forte de ChatGPT, et donc on n'avait pas forcément pensé au LLM, donc on a été rajouté après une autre catégorie, les IA d'usage général, donc comme les LLM, qui en fait sont tellement puissantes qu'elles peuvent avoir un impact structurel, c'est-à-dire que un chatbot, on peut l'utiliser pour des usages qui ne sont pas prévus par le concepteur, le fournisseur, et donc ça introduit un risque qu'il faut contrôler. Donc, on a parlé, il y a beaucoup de réglementations, donc il y a un calendrier qui est assez challengeant pour les entreprises, notamment parce qu'il y en a un certain nombre qui sont soumises à l'ensemble de ces réglementations. Il y a des points communs entre les différentes réglementations, donc c'est ce qu'il faut commencer par étudier, cartographier les risques. On voit que dans les actes, dans DORA, dans le RGPD, il y a la nécessité d'avoir un système de gestion des risques, un système de gestion de la qualité, une gouvernance. Donc pour les gros acteurs, typiquement la plupart des entreprises avec lesquelles on travaille chez Nexialog, les banques, les assurances, elles ont déjà des départements en conformité, elles ont déjà l'habitude des grosses réglementations qui viennent notamment de la BCE. Donc bon, pour celle-là, même si le calendrier est un peu serré, ça devrait bien se passer. C'est plus sur les petites entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire que là, voilà, celles qui ont déjà un pied dans la mise en conformité vont y arriver. Les autres auront certainement plus de difficultés et auront peut-être besoin d'accompagnement, de solutions packagées qui adressent les différentes réglementations en une fois, qui leur font des plans de mise en conformité. Est-ce que tu penses que la réglementation va étouffer les petites entreprises et les moyennes entreprises ? Alors c'est une bonne question. Bon, déjà, je n'espère pas pour les petites entreprises. Alors, il faut savoir aussi que un traitement différent leur sera réservé. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la même chose de la Société Générale ou de la boulangerie du coin qui est connectée à Internet et donc a un risque d'attaque cyber et devrait se mettre en règle vis-à-vis de NIS 2. Donc il y aura des attentes différentes pour différents types d'entreprises. Les sanctions aussi sont différentes, puisque la plupart c'est
exprimé comme un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial, on va dire, ou une somme fixe. Donc, ça va varier en fonction de la taille. En fait, on peut voir la régulation de différentes manières. On peut voir ça comme une contrainte de mise en conformité, mais également une opportunité d'innover, de mieux comprendre les technologies qu'on utilise, notamment dans l'IA. Je sais pas si... Quel est ton avis, toi, là-dessus, Paul ? Ouais, tout à fait. Il ne faut jamais voir la réglementation que comme un étouffement des entreprises. Il faut aussi le voir comme un axe d'innovation. Et ce qu'on voit dans la recherche, dans les LLM, c'est maintenant comprendre ce qui se passe à chaque étape. Voilà. C'est le débiaisement, c'est l'explicabilité et l'interprétabilité. On a un très bon modèle qui vient de chez Anthropic, qui s'appelle Claude Golden Gate. Et c'est un modèle d'intelligence artificielle de LLM qui fait quoi ? Qui se prend pour le Golden Gate. Donc si on lui demande comment je peux dépenser $10, il dit achète un ticket pour aller voir le Golden Gate. Il ne pense qu'à ça. Sa vie tourne autour de ça. Et la réglementation de l'IA Act, finalement, c'est juste demander aux entreprises, et pas principalement aux grosses entreprises, d'après ce que je comprends, de pouvoir expliquer ce qui va se passer quand une question est posée, par exemple. C'est bien ça, Marvin ? Oui, donc c'est vrai que le pilier sur l'explicabilité est vraiment au centre des exigences, en tout cas sur les systèmes à haut risque. Il y a également d'autres parties sur la documentation, la qualité, on le disait, mais je partage complètement ta vision là-dessus, c'est que la réglementation, faut pas la voir juste comme un point de conformité, mais comme un axe de développement. Voilà. De manière un peu provocatrice, allez, je pourrais dire que l'Union européenne, de base, grâce à ses grandes universités, ses grandes écoles, crée, innove, invente, qu'après ça, les États-Unis produisent, passent à l'échelle, commercialisent, la Chine copie, et l'Union européenne, bon gré mal gré, réglemente. Mais ça, évidemment, c'est la vision pessimiste. Il n'y a pas que la réglementation. Le but de l'IA Act aussi, c'est de permettre d'explorer davantage l'IA générative, puisque c'est encore très incompris finalement. Et donc de demander l'explicabilité, ça va probablement pousser les acteurs, les entreprises à se poser des questions de pourquoi telle prédiction est réalisée. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai envie de dire, on peut même enchaîner sur les nouvelles tendances qui vont apparaître sur le marché. Parce que la réglementation, qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui ? Aujourd'hui, on nous vend l'AGI, Artificial General Intelligence. C'est la nouvelle révolution industrielle, c'est l'équivalent du tracteur pour le fermier, mais maintenant c'est le même outil pour le col blanc. Voilà. Bon, c'est-à-dire 90% du travail va être fait par les machines. On aura un monde sans travail, une espèce soit d'utopie ou de dystopie grâce à l'intelligence artificielle. C'est très amusant parce que qui nous vend ça ? On a quand même les trois grands acteurs. On a Facebook, on a Elon Musk avec Grok, il ne faut jamais l'oublier, qui est un grand acteur de l'intelligence artificielle. En termes d'ingénierie et d'innovation, ils sont excellents. Et on a OpenAI. OpenAI qui va même jusqu'à lancer une blockchain pour créer des tokens pour prouver que vous êtes humain. Donc, ça, c'est le côté un peu comique, limite, de revenir à la blockchain, au NFT, avec l'intelligence artificielle. Donc, comment va... L'AGI, est-ce que tu y crois, Marvin ? Est-ce que tu crois que nous serons remplacés d'ici 5 ans ? Alors, en tant que consultant, je n'espère pas. J'ai peur qu'on soit sur la paille si on a une intelligence qui ne demande pas de salaire et peut faire réaliser toutes nos tâches à nos places. Non, j'espère vraiment pas. Mais plus sérieusement,
les 3 entreprises et les 3 groupes dont tu as parlé ont tout intérêt à faire monter un peu les enchères sur cette fabuleuse IA. Je pense qu'aujourd'hui, on en est encore loin. On le voit, on peut avoir des réponses parfois aberrantes, même s'il y a de plus en plus de progrès. Voilà, je ne me risquerai pas vraiment à une prédiction sur les GI, mais en fait, ça dépend. En même temps, ce qu'on met derrière cette définition des GI. Parce qu'on pourra toujours dire, après avoir une innovation majeure, bah voilà, c'était ça, les GI. Il y a une classification quand même où les gens se mettent plus ou moins d'accord. C'est-à-dire que les GI, c'est environ 90% des tâches intellectuelles pourront être remplacées. Il peut corriger vos fautes d'orthographe, il peut vous reformuler, et il peut écrire un très bon essai sur l'intelligence artificielle, d'ailleurs. Il peut écrire un essai sur lui-même. Et il l'écrit mieux que tout le monde. C'est-à-dire vraiment, on a atteint un niveau limite de perfection sur l'écriture. Mais on n'a pas encore atteint un niveau suffisant sur la réflexion. Et c'est là où les GI approchent, c'est un peu ce qui différencie ce qu'on a aujourd'hui, c'est ajouter de la réflexion. Et ce que fait par exemple OpenAI sont plus des artefacts d'ingénierie, c'est-à-dire des allers-retours entre un modèle. Voilà. C'est-à-dire Quattro se pose une question, il y répond, il le commente, il y répond, il le commente, il le répond, et ça c'est ce qu'on appelle O1. Il n'y a pas encore de vraie réflexion sur les systèmes d'IA. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait tout de suite. En tout cas, pas avec le niveau de technologie qu'on a actuellement. Il va falloir de nouvelles technologies, de nouvelles recherches. Donc, AGI 2026, personnellement, j'y crois pas. Cependant, je pense la vraie tendance du marché, c'est quoi ? C'est trouver la vraie valeur de l'IA. Ouais. Et là où il y a de la vraie valeur, c'est justement exploiter là où l'IA est bonne. Réécrire l'information, trouver de l'information, chercher de l'information. Et je pense que ça, la grande tendance du marché, c'est là où les 1600 milliards de 2030 vont se trouver, c'est-à-dire la simplification du process, c'est-à-dire trouver de l'information rapidement, communiquer de l'information rapidement, peut-être même former les gens, parce que une IA, elle a accès à tous les bouquins, elle a accès à toute l'information de votre entreprise, potentiellement. Et donc, former un nouvel arrivant, l'arrivant peut poser de nouvelles questions, et c'est là où les entreprises vont trouver de la valeur. Je pense que c'est ça le grand axe de développement de l'IA dans les prochaines années. Est-ce que tu penses à d'autres tendances, Marvin ? Donc là, tu parlais de la simplification des process, l'automatisation. Une autre tendance quand même qu'on voit, c'est les offres un peu plus packagées, no-code. Donc nous, chez nos clients, on le remarque, hein, il y a pas mal de clients qui sont passés notamment sur Dataiku, donc Dataiku, Datarobot et autres compères. Finalement, ça permet au sein de l'entreprise à des gens qui sont pas développeurs, qui n'ont pas un background technique très fourni, de quand même utiliser des modèles, de quand même profiter de l'opportunité de l'IA, puisque pas mal de ces solutions intègrent maintenant les LLM. Bon, ça pose aussi, on en a parlé avant, hein, les questions de sécurité, bon, on va pas revenir dessus. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Le no-code, c'est aussi le futur. C'est-à-dire prendre un médecin et le rendre capable d'interroger une base de données, c'est extraordinaire. Il n'a plus à apprendre de SQL, il n'a plus rien à apprendre. Il suffit juste qu'il pose sa question en langage naturel et il obtient sa réponse. Et il travaille sur la base de données. Donc le no-code, c'est aussi, je pense, une très très grande tendance pour le marché. Simplifier pour les profanes l'accès aux nouvelles technologies. Je pense que ça, c'est une très très grosse tendance. Et on va voir probablement même des sites internet créés juste avec des specs. Voilà. On va voir peut-être des nouvelles applications qui seront créées entièrement juste avec du texte. Pour l'instant, ça existe un petit peu, c'est pas parfait, mais je pense que c'est surtout parce que la technologie est pas maîtrisée et que dans les prochaines années aussi, le no-code va être une des très grandes tendances du marché.
Sur les nouvelles tools en tendance, est-ce que tu penses qu'il y aura des nouveaux acteurs qui vont entrer sur le marché? Alors, c'est vrai que c'est OpenAI qui a commencé la course. Meta après CMI, là, un peu plus récemment, Mistral. Une tendance qu'on observe, c'est la réduction des coûts. En fait, on en parlait tout à l'heure, pour entraîner un modèle, c'est des dizaines de millions d'euros, hein, pour avoir accès à des GPU, donc des cartes graphiques, qui permettent d'entraîner ces modèles ayant beaucoup de paramètres. Mais si le prix du hardware baisse, on pourrait s'attendre à ce que finalement des acteurs, même peut-être, attendent que ce niveau de coût soit assez bas pour se lancer. Alors après, une autre question, c'est, bon, très bien, on peut se lancer, il y a de l'innovation dans le domaine à peu près toutes les semaines, c'est très dur à suivre, hein, nous, on n'est pas experts du domaine non plus, on est un cabinet de conseil, on suit évidemment les évolutions, mais disons qu'on ne participe pas de l'innovation directement. Mais pour les nouveaux entrants, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que le premier arrivé, donc les trois gros, rafle tout le marché, un peu comme Google? Je suis tout à fait d'accord avec ça. OpenAI, ça doit être 80 ou 90% de l'usage des LLM. Mais je ne suis pas sûr que dans le futur, ce pourcentage soit le même au niveau des entreprises. Parce que des modèles comme ChatGPT sont des modèles qui sont extrêmement chers. Et c'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il y aura des nouveaux acteurs. On a même Nvidia, qui est quand même le producteur de hardware, qui se lance aussi dans cette compétition et qui va créer des puces avec ses propres modèles. Je pense que la course à la rentabilité au niveau de l'IA, elle ne fait que commencer, même si ChatGPT, évidemment, a de l'avance. OpenAI a de l'avance. Ils ont environ 6 mois d'avance, en général. C'est-à-dire que quand ils sortent un modèle, 6 mois après, l'open source sort le même modèle. Et ça, c'est vrai sur les très gros modèles. Parce qu'en fait, OpenAI ne fait quasiment que des très gros modèles. Alors, non, il y a aussi quelques... Non, ils font que des très gros. Ils font que des très gros, hein, parce qu'il y a O-Mini, mais qui est quand même conséquent. O1 mini, ça doit être la moitié de 3.5. Parce qu'au niveau des coûts, on peut estimer la taille le nombre de paramètres. Par exemple, un Llama 3, c'est entre 8 milliards de paramètres et 70 milliards de paramètres. Un ChatGPT 3.5, c'est au moins 170 milliards de paramètres. Donc, c'est des plus grosses machines. Et sur les ChatGPT 4, je crois que c'est limite le triard. Donc, c'est 1000 milliards de paramètres. C'est pour ça d'ailleurs que les temps de latence sont si élevés. Et aujourd'hui, on observe que ce qui marche le mieux, c'est des modèles de taille réduite. Par exemple, Nexialog. Quel est votre emploi sur les modèles? Est-ce que vous utilisez plutôt des gros modèles ou des petits modèles pour vos applications? Nous, notre spécialité chez Nexialog, c'est pas vraiment le développement d'IA, c'est plus l'utilisation qu'on va en faire, donc les usages métiers. Donc on ne s'est pas lancé dans le développement de nos propres modèles. En revanche, on a créé des chatbots pour aider nos consultants et les entreprises clientes à répondre à des questions sur la réglementation, les différentes réglementations auxquelles nos clients sont soumises. Donc c'est l'API finalement de ChatGPT 3.5 qu'on utilise, ça répond bien à notre usage. Mais c'est vrai qu'il y a dans les data labs de nos clients, il y a pas mal d'équipes qui essayent de fine-tuner, d'utiliser des modèles de taille réduite, mais spécialisés pour un usage particulier. Vous, dans votre cas, vous utilisez des données publiques. Oui. Voilà. Donc là, on peut utiliser une API externe tranquillement. Exactement. Les réglementations qu'on utilise sont trouvables très facilement sur Internet. Donc aujourd'hui, on a évoqué des sujets, je pense,
majeures, hein, donc la sécurité de la donnée, la réglementation qu'il y a autour de ça, les LLM, toutes les tendances qu'on peut voir sur l'IA qui fourmillent et qui nous promettent des années passionnantes sur le sujet. Donc merci beaucoup Paul d'être venu aujourd'hui discuter de tous ces sujets avec nous. Merci beaucoup Marvin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions sur la réglementation, sur les LLM, sur la mise en conformité, n'hésitez pas à nous contacter chez Nexialog, on sera ravis de vous accompagner. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.